On est avec Éric Chevet, vice-président de la CPME, des petites et moyennes entreprises. Vous êtes en charge des affaires sociales. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est toujours avec Éric Revel, Nathan Dever et Louis de Ragnel d'Europe 1. Vous êtes favorable à cette réforme des retraites? Oui, on est favorable à cette réforme, effectivement, parce qu'on trouve qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont très favorables aux entreprises et à leurs salariés et à leurs dirigeants. Alors, parce que moi, je vais vous faire écouter quelqu'un qui est le premier opposant à cette réforme des retraites. Et quand je dis premier opposant, c'est vraiment le premier d'entre tous. Parce qu'actuellement, il habite à l'Élysée. Et il s'appelle Emmanuel Macron. Mais c'est la version 2019 d'Emmanuel Macron. Je vais vous le faire écouter, puis vous allez voir que vraiment, il le trouve que Elisabeth Borne a absolument tout faux. Emmanuel Macron en 2019. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Incroyable, cette archive est absolument... Vous avez vu, il y a Muriel Pénicaud, qui est l'ancienne ministre du Travail au derrière premier rang, lui, et elle a l'air désespérée d'entendre ce qu'elle entend déjà à l'époque. Monsieur Chevet, encore une fois, Emmanuel Macron, il donne tous les arguments. C'est-à-dire, 1, pour les personnes qualifiées, ils vont y perdre. 1, les carrières fac, 2, les carrières fracturées. 3, les plus de 55 ans, les seniors. Les métiers pénibles. En fait, il énumère tout ce que cette réforme a de négatif. Oui, mais la situation de 2017 a beaucoup évolué depuis 2019. Pardon. Elle a beaucoup évolué aussi, parce que quand même, il y a une baisse significative quand même du chômage, et il y a une demande des entreprises d'emploi qui aujourd'hui s'exprime sur le marché, malgré le ralentissement économique. Donc, on a besoin effectivement de nouveaux salariés dans les entreprises. Des nouveaux, et les anciens, vous en faites quoi? Mais on va les garder dans les PME, mais à 55 ans, vous les mettez bien dehors. sûr qu'on les garde. Non, pas du tout. C'est peut-être le cas dans les PSE des grandes entreprises, mais dans les TPE, PME, les compétences, on les garde jusqu'au bout. Et si on peut les garder encore un peu plus, tant mieux. Si on a la facilité d'ailleurs de conserver en cumul emploi-retraite derrière, là aussi ça nous intéresse de pouvoir les conserver, évidemment avec l'accord des salariés qui voudraient continuer. Donc cette réforme, elle offre des possibilités nouvelles et au final, elle met ce que nous défendons, nous, à la CPME, elle met le travail, la valeur travail au cœur de la problématique. Il y a aujourd'hui à redéfinir la question de la valeur travail dans notre société. C'est vrai qu'il y a eu la crise Covid, c'est vrai qu'il y a eu tout ce qu'on a connu dernièrement, que les transformations numériques, les transformations énergétiques nous percutent, et le travail doit être défendu. Depuis 40 ans, on a tout fait pour faire en sorte de sortir du marché du travail, parce qu'on pensait à tort qu'il fallait remplacer les gens pour en mettre d'autres à la place. C'est pas comme ça que ça fonctionne le marché du travail. Il faut créer de la valeur pour que tout le monde puisse être accueilli sur le marché du travail. Depuis 40 ans, on fait fausse route dans le code du travail. On essaye de remplacer les anciens par des jeunes. Ça fonctionne pas. Ah oui, mais ça coûte moins cher, comme vous le savez, un jeune employé. Parce que vous avez dit Éric Revel, si je peux et me ensuite Louis de permettre, Ragnel. Monsieur Chevet, monsieur le vice-président, c'est que vous connaissez l'Institut Montaigne, plutôt l'Institut libéral. Ouais. Ils ont étudié l'employabilité des seniors de la France par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Vous savez qu'on est encore très très loin dans le classement. Ça veut dire qu'on vire beaucoup plus de 55 ans et au-delà que d'autres pays européens qui ont le même développement économique que nous. Ben parce qu'on a monté encore une fois, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est quand même assez paradoxal. On est le pays qui part le plus tôt en retraite, mais qui a le plus faible taux d'utilisation de nos seniors avant l'âge de la retraite. Mais donc, c'est pas parce qu'on recule l'âge de la retraite qu'on gardera plus nos seniors. Vous allez voir, automatiquement, ça va augmenter l'utilisation de nos seniors. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de les embaucher plus, on a besoin de les garder dans les entreprises. Donc, nous, on n'est pas défavorable, par exemple, à la mise en place d'un indicateur, index ou dans les grandes entreprises, parce que justement, ça permettra de mettre l'accent là-dessus. Ce qu'on est défavorable, c'est qu'il y ait des sanctions financières associées. Donc, sur le moment, c'est pas le cas. On espère que ce soit pas le cas au final. Mais l'idée d'avoir des indicateurs et de le mesurer, un index sans sanction. Mais dans les branches professionnelles, les négociations se font sur la base d'indicateurs réels, objectifs. On a besoin de connaître ça. Et vous pensez que les métiers pénibles sont vraiment pris en compte par cette réforme? Alors oui. Quand on commence à 18 ans, qu'on est cassé... C'est même le point le plus important
pour le monde du travail de la réforme. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à créer une nouvelle filière usure professionnelle à côté de la filière pénibilité. La pénibilité, c'est 6 critères, définition 2000, je crois que 2015, quelque chose comme ça, ou même avant. Et donc, les 6 critères, eux, ils sont aujourd'hui corrigés pour prendre en compte une réalité du travail. Là, on crée une nouvelle filière. C'est une innovation sociale. Une nouvelle filière sur l'usure professionnelle où à 45 ans, sur des métiers fléchés... Visite médicale. Eh bien, en fait, on dit, dans ces métiers, vous avez un risque d'exposition. Donc, on va vous suivre pendant 20 ans de façon particulière. C'est absolument novateur. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une très, très belle approche. Mais alors, par exemple, Monsieur Chevet, en 2010, le taux de chômage des seniors n'a pas baissé, il a même augmenté alors qu'on est passé de 60 à 62 ans. Donc ça va faire la même chose, là. Non, je crois. Le taux de chômage des seniors ne va pas bouger. Je crois pas parce qu'on rentre dans une nouvelle ère, notamment sur le marché du travail. Vous avez vu que ça faisait quand même un paquet d'années qu'on n'avait pas vu une baisse de 3 points sur le marché du travail. C'est à peu près ce qu'on a connu ces dernières années. Donc il se passe quelque chose sur le marché du travail aujourd'hui. Et donc on a la possibilité aujourd'hui d'accueillir mieux dans les entreprises, de mieux prendre en compte l'emploi des seniors. On va Louis Dragnel. Vous avez parlé tout à l'heure de la valeur travail et vous dites que c'est effectivement très important un peu de la remettre au goût du jour. Mais moi, de ce que je vois dans cette réforme, moi je trouve qu'elle va plutôt dans le bon sens, cette réforme. Elle aurait pu être un peu plus ambitieuse d'ailleurs. Mais la valeur travail, mais alors j'en ai absolument pas du tout entendu parler. Tout le monde emploie ce mot. Mais la question du sens du travail, la question de à quoi sert le travail dans la société, quelle est l'utilité du travail, quel est l'apport du travail aussi pour la jeunesse, même pour toutes les générations. Mais alors là, c'est vraiment le zéro pointé. Personne n'a apporté aucune définition. Et vous considérez aujourd'hui que la valeur travail a été remise au goût du jour ? Enfin, sur quels critères ? Et la deuxième question, comme ça je vous laisse répondre aux deux en même temps. Comment est-ce que vous caractériseriez justement cette crise qu'on vit actuellement, où notamment la jeune génération a un vrai problème d'adaptation au monde du travail ? Éric Chevet, vice-président de la CPME. Oui, alors je prends la deuxième question. Moi, je suis pas sûr qu'en fait qu'ils ont un problème d'adaptation. Certains, effectivement, comme dans toutes les générations, ont des problèmes, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'aujourd'hui, on aura bientôt 1 million de jeunes en apprentissage. Donc, ils avaient envie de travailler, sauf que le système n'était pas fait pour eux avant, et là, maintenant, on l'a ouvert, on l'a créé, et il y en aura bientôt 1 million. Donc ça, c'est vraiment la constatation que ils veulent travailler dès lors qu'on a un système qui permet de les accueillir. Et avec la réforme de l'apprentissage, c'est le cas aujourd'hui. Sur la question de la défense de la valeur travail, ce qui est très intéressant, c'est ce que nous réclamons, nous, et qui va advenir, c'est de remonter le minimum contributif de retraite à 1 200 €. On défend le travail en faisant ça. Ça, c'est très important. Ce qu'on a toujours défendu. Ça répond pas à la question de la place du travail dans la société. Alors non, mais ça il faut qu'on le traite. C'est une vraie question philosophique. Il faut qu'on le traite, de société qui est il faut quelque qu'on le chose qui traite, travaille à mon toute la avis, société. dans les entreprises, il faut qu'on le traite dans les branches professionnelles. Il y a aujourd'hui des débats sur cette question-là. Et qui ne sont pas au bout, qui ne sont pas mûrs, et qu'il faut qu'on porte. Et nous, on est prêts à les porter côté CPME pour faire en sorte de faire tout est remis en cause évoluer. aujourd'hui. Oui, tout est remis en cause. Quel que soit le statut des gens. C'est la période des grandes transformations. Vous avez un démographe, Didier Breton, qui disait quelque chose que je trouve très juste et qui rejoint le point de vue de Louis, qui disait, en fait, aujourd'hui, les jeunes, ils mettent sur un pied d'égalité le fait d'être bien dans sa vie, avec ses loisirs, ce qu'on appelle les soft skills, ou de faire carrière professionnellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas de ma génération, on voulait progresser dans ce cas. Aujourd'hui, les jeunes Vous disent... faites un peu vieux schnock, là, Eric. Oui, mais c'est pas grave, on en est tous, des vieux schnocks à part Nathan Devers. Je suis un peu plus jeune que vous, Eric. Ça rejoint le point du sens du travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, la génération nouvelle dit... Moi, mon bien-être, mes loisirs, ma vie de famille est aussi importante que ma progression professionnelle. Je pense qu'il faut qu'on retravaille un peu ça aussi, parce que on est sur le travail, c'est quand même la socialisation, quand même, c'est un point important, et c'est aussi l'émancipation. Et ça, je crois que c'est deux sujets qu'il faut remettre un petit peu au débat, parce que on est quand même dans une société où c'était facile, il y avait beaucoup d'assistanat et d'accompagnement, et je pense qu'il faut remettre effectivement ces valeurs. C'est pas ce que dit Sandrine Rousseau. Elle dit qu'au contraire, plus on travaille, plus on produit de carbone. Donc il faut passer à la semaine de 32 heures et 4 jours de travail. Plus on parle aussi, vous n'êtes pas d'accord, de carbone. Oui, plus on parle, plus on produit. Nathan Devers, moi, vous voulez apporter un point de vue. Je ne sais pas si on peut parler du travail, comme si c'était un concept, pour le coup, unique et univoque, qui recouperait des expériences qui seraient différentes, mais qui reviendraient fondamentalement au même. Je pense vraiment qu'il y a des métiers qui sont fondamentalement aliénants,
que l'évolution d'ailleurs de l'humanité, le progrès technologique, le progrès de la science tendent à remplacer les métiers aliénants par des machines. Aujourd'hui, il y a plein de choses, je sais pas, j'ai même pas d'exemple en tête, mais il y en a tellement de choses qui aujourd'hui sont absolument évidentes parce qu'elles sont faites par des objets et qui avant étaient confiées à des individus qui étaient donc dans des métiers laborieux. Comme le disait Oscar Wilde dans un essai fameux, toute civilisation a besoin d'esclaves. Le but, c'est de faire en sorte que les esclaves soient plus des êtres humains, mais soient des machines et des robots, ou des machines au sens large. Et il me semble qu'à côté de cela, il y a des métiers qui sont fondamentalement épanouissants, quels qu'ils soient, et ça peut être des métiers d'artisanat. On parlait l'autre fois de la différence entre l'artisanat et les grands groupes. Je pense que là, on a une différence aussi entre une forme d'épanouissement, même si c'est parfois un épanouissement difficile, etc., et une forme d'aliénation. Il me semble d'ailleurs que les Français sont globalement d'accord avec cette distinction. On voit bien que, en moyenne, ça dépend des études, mais qu'il y a entre 25 et 35% de Français qui estiment que leur propre métier est un métier aliénant. Il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur la question des bullshit jobs, c'est-à-dire des métiers qui, je sais pas comment traduire ça, mais des métiers qui donnent l'impression au travailleur lui-même que ce sont des métiers qui ne servent à rien. Et donc il me semble que face à cette grande crise de sens du travail, l'idée de se dire que le progrès de l'humanité, le progrès technique, le progrès mécanique ne va pas de pair avec une diminution du temps de travail, mais avec paradoxalement une augmentation de ce temps, je trouve ça... je pense d'ailleurs que c'est fondamentalement ce qui explique la colère dans le pays. Écoutez, à mon avis, c'est pas tout à fait comme ça. Je vais vous le dire très clairement. Et la réforme qui est proposée, qui est aujourd'hui sur la table, répond en partie à votre préoccupation sur l'aliénation. Pourquoi ? Parce que le dispositif, justement, d'usure professionnelle, de prévention de l'usure professionnelle qui est mis en place, c'est fait pour faire en sorte que des métiers qui sont aujourd'hui très exposés puissent être demain toujours pratiqués par ceux qui ont envie de les faire. Parce que un métier pénible ou un métier exposé n'est pas forcément pénible. Et celui qui l'exerce veut l'exercer le plus longtemps possible. Donc il faut qu'on mette en parallèle des dispositifs de prévention de l'usure professionnelle. Et c'est pour ça qu'il y a 1 milliard d'euros dans un fonds fléché pour prévenir l'usure professionnelle. En France, sur l'usure professionnelle, la prévention de l'usure professionnelle, sur 14 milliards de cotisations d'entreprises qui sont consacrées aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, on consacre 100 millions d'euros à la prévention. Ça, c'est un vrai scandale. Demain, on mettra 1 milliard sur les 14 milliards vers la prévention. C'est la réforme qui le permet, ça. Et là, on est dans le sens, effectivement, de pouvoir continuer à exercer le plus longtemps possible parce qu'on aura fait des progrès de méthode, parce qu'on aura fait du progrès technique sur les postes de travail pour pouvoir les conserver. C'est pour ça que cette réforme, franchement, elle a des points extrêmement positifs qu'il faut mettre en balance des 2 ans supplémentaires. On va écouter Elisabeth Borne quelques instants à l'Assemblée nationale. Elle répondait à des questions de l'opposition qui, évidemment, est vent debout contre cette réforme et qui sera dans la rue. Écoutez sa réponse, notamment sur les métiers pénibles. Écoutez Elisabeth Borne. Nous prenons en compte la situation de ceux qui ont des métiers difficiles, au-delà des critères du compte professionnel pénibilité. Et nous voulons, par ailleurs, améliorer la situation des retraités de demain et d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons porté, conformément aux engagements du président de la République, une revalorisation des pensions minimales pour atteindre 85% du SMIC net quand vous avez eu une carrière complète. Donc oui, Madame la Présidente, vous avez raison. Derrière les chiffres, ce sont des cas personnels. Ce sont ces personnes auxquelles nous portons attention et dont nous voulons améliorer la vie professionnelle et la retraite. Je vous remercie. Voilà pour la Première ministre. Comment se fait-il que 60-70% des Français soient hostiles à cette réforme ? Si elle est si bénéfique pour Éric Chevet. Alors, en fait, et ce que souligne la Première ministre, c'est tout à fait intéressant, parce que là aussi, on défend la valeur travail. C'est-à-dire qu'on dit qu'au terme d'une vie de travail de 42 ou 43 ans de cotisation, on doit avoir une retraite qui est supérieure au minimum vieillesse, et bien supérieure au moins de 20% au minimum vieillesse, ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui pour certaines catégories qui nous intéressent. On parle de 1 200 €, on est d'accord. Mais bien sûr, mais vous avez beaucoup, malheureusement, vous avez beaucoup de retraites aujourd'hui qui, malgré des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui sont en dessous de ça. Et donc, il faut corriger. C'est comme ça qu'on défend aussi. C'est que ceux qui ont travaillé toute leur vie auront 1 200 € demain. Et donc, nous, on est très, très attentifs à ce que, y compris ce qu'on appelle les nouveaux entrants, ok, ça c'est dans le premier texte, mais y compris ceux qui sont actuellement en retraite, puissent aussi avoir très progressivement, très rapidement, la montée à 1 200 € net par mois. Ça, c'est très important pour nous, parce que c'est comme ça aussi qu'on défend. C'est une vie de travail contre une vie de prestation. Eh bien, franchement, c'est différent. Et donc, du coup, ça doit procurer un écart
en sortie. C'est ce que propose cette réforme. C'est pour ça qu'elle a raison de Et défendre le ce cumul point. emploi-retraite, ça aussi, ça va dans le bon sens. Le cumul emploi-retraite, ça va dans le bon sens. Ça Alors c'est un peu concerne technique. C'est très un peu peu de gens, en technique parce vérité. que voilà les dispositions. Alors ouais, voilà, il faut pouvoir liquider une deuxième fois, donc ça c'est prévu. Mais là, ce qui nous bloque un peu dans le cumul emploi-retraite, c'est que on nous oblige à 6 mois de carence entre l'entreprise qu'on quitte et la possibilité de revenir pour des raisons en fait d'éviter des effets d'aubaine. C'est un peu compliqué, mais effectivement, ces 6 mois de carence nous gênent beaucoup parce que ce qu'on aimerait bien, nous, effectivement, c'est proposer à nos salariés, écoute, voilà, tu as atteint ton taux plein, tu peux partir, etc. Mais est-ce que tu veux un peu continuer sur un mi-temps, enfin, etc. Ça, ce serait très bien pour nous, mais on peut pas faire ça. Il faut qu'on attende 6 mois. Bien sûr. Pour repartir. Ça, c'est un peu ennuyeux. Vous êtes L'effet le- d'aubaine, ce serait de liquider sa retraite parce qu'on a Exactement. déjà Voilà. un job derrière. Absolument. Est-ce que vous êtes le seul syndicat en fait favorable à la retraite pratiquement hein Ah, mais nos collègues de MEDEF Du MEDEF aussi, évidemment. et du Mais il DP. y a un front Non, mais- uni des syndicats là. C'est Oui, il y a l'union il y sacrée a un des front syndicats. uni, mais je sens en fait que le front uni, il est sur le recul. Parce que Il est de tout façade. ça. C'est Non, de non, façade. c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que tout C'est que ça, sur les 64 ans. tout ça est financé par le recul de l'âge. C'est vrai, c'est financé par le recul de l'âge, mais ça permet d'équilibrer le régime, 13 milliards quand même, et puis ça permet de dégager 4-5 milliards d'euros pour pouvoir faire tout ça en plus. Toute cette équité. Franchement, moi je trouve que, compte tenu quand même des données démographiques qui sont là, je rappelle 2, le fameux 1,7, mais surtout 8 ans d'espérance de vie gagnée depuis la retraite à 60 ans. 8 ans d'espérance de vie gagnée. Mais alors, justement, il y Louis a un Dragnel. paramètre qui n'a pas été évoqué, c'est le nombre de cotisants par retraité. Oui. Et est-ce que vous avez essayé de pousser le gouvernement à muscler, par exemple, ou à doper la politique familiale, essayer de susciter une politique de natalité? On vient d'apprendre les derniers chiffres de de la l'INSEE. démographie de l'INSEE, avec notamment le nombre de naissances qui a jamais été aussi faible, 723 000 pour l'année 2022, moins 2,6%. Est-ce que vous avez essayé de pousser le Alors, gouvernement nous, sur on est très, ces très leviers-là? On est très très favorable effectivement aux politiques en faveur de la famille. Et d'abord parce qu'en plus, ce sont des cotisations patronales presque exclusivement qui les financent quand même, avec une part de CSG. Mais la politique familiale de la France est financée par des cotisations patronales uniquement. Et donc nous, on souhaite qu'elle soit consacrée d'abord à la possibilité de garder les enfants parce qu'on veut libérer les salariés pour qu'ils viennent dans nos entreprises. Donc ça, c'est nous, on travaille comme ça. Et effectivement, globalement, on se réjouit pas de la diminution de la natalité en France, ça c'est clair. Qu'on aimerait effectivement que il y ait une politique nataliste qui soit poursuivie pour permettre effectivement l'augmentation. En un mot, Louis Dragnel, le gouvernement s'attend à plusieurs jours de blocage, pas seulement une journée. On part Non, il y a, pour quoi plusieurs un mois, personnes, 2 même mois autour d'Emmanuel Macron, qui évoquent sans difficulté le fait que ça peut durer jusqu'à 2 mois. 2 mois. Et d'ailleurs, certains grévistes disent nous, on est capable de tenir jusqu'à 60 jours. Donc effectivement, il y a une possibilité qui existe. Après, c'est très très difficile de prédire comment se dérouleront les mouvements sociaux. Mais il y a au moins 3 dates quand même à retenir dans les 3 prochaines semaines. En fait, à partir de jeudi, donc après-demain, et jusqu'au moment où le texte arrivera au Parlement autour du 6 février. Et donc ça pourrait se prolonger encore un petit peu. Donc effectivement, pour tous les Français qui nous écoutent et qui nous regardent, on arrive quand même dans une période Une de zone de turbulence, turbulence. où il vaut mieux anticiper le plus possible tout ce D'accord. qu'on peut anticiper. Éric Revel, 2 mois de galère pour... Alors, j'écoute avec attention ces prévisions. Je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'il y a eu une réforme des retraites, les mouvements sociaux ont été très importants. Souvenez-vous très longs. celle d'Alain Juppé, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy en Avec 2010. François Fillon. Il y a François Fillon, bien sûr. Il n'y a aucune raison que celle-ci déroge à la règle. Maintenant, je vous rappelle qu'après alors autant Alain Juppé avait reculé, autant Fillon, Sarkozy n'avaient pas reculé. Et en fait, les grèves avaient été importantes, mais finalement, la réforme était quand même passée. Et puis, il y a un bras de fer aussi qu'il ne faut pas minimiser, c'est celui entre la rue et l'Assemblée nationale. Puisque, au bout du compte, le gouvernement, même si ça dure 2 mois, peut très bien présenter sa loi et la faire voter avec le concours et grâce aux Républicains à l'Assemblée nationale. Et là, à quoi serviraient les mobilisations si la loi est votée? Merci beaucoup à tous les 4. Merci, Monsieur Cheveux, d'être venu pour parler de cette réforme des retraites. Merci Nathan Dever, Louis de Ragnel, Merci, Éric Laurence. Revel. Bonne Merci, soirée à Laurence. vous. Sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info sur Europe 1. C'est Hélène Zélani et Raphaël Devolvé pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes et à demain.